Le wagon étouffant battait d'un rythme à peine perceptible, m'emportant loin de Valvert, une petite ville où le temps semblait s'être arrêté dans les ruelles de terre et les chuchotements séculaires. Là où chacun connaissait chaque fissure sur la clôture du voisin, et où les portes ne se fermaient jamais à clé. Maintenant, dans cette capsule d'acier filant vers Métropole Nova, l'air semblait épais, annonçant l'inconnu. 600 kilomètres me séparaient de mon passé, des dernières recommandations de mon père qui résonnaient encore à mes oreilles. Métropole Nova n'est pas notre coin perdu, Élise. Là-bas, ce sont des loups déguisés en agneaux. Ne délie pas ta langue, ne fais pas étalage de ton or. Et surtout, méfie-toi de l'ivresse. C'est comme un serpent, ça vous délie la langue et ça vous pousse au bord du précipice. Cédric, mon père, disait cela avec une sagesse dure et éprouvée. Son regard perçant et vif trahissait une vieille douleur qui rongeait notre famille depuis des décennies, une douleur liée à ma tante Solène. J'acquiesçai, immobilisé par sa force, bien que j'aie entendu ces mots des centaines de fois. Mes yeux, écarquillés d'impatience, dévoraient le paysage défilant, me persuadant que devant moi s'étendait un océan infini de liberté et de bonheur. Ma médaille d'or, mon unique passeport pour un autre monde. Le train, soupirant de vapeur, me recracha finalement sur le quai bouillonnant. Métropole Nova. L'air ici était électrisé, imprégné de milliers d'histoires, de centaines de destins qui défilaient, sans que les regards ne s'attardent. Des gens ombres, pressés, marmonnant dans de minuscules appareils, s'ignorant les uns les autres comme des épaves sur une mer déchaînée. Mon cœur, habitué au pouls mesuré de la province, se serra d'une soudaine solitude. Mon porte-monnaie, soigneusement caché, était ma forteresse. Mon père m'avait ordonné de ne pas y toucher avant d'arriver chez Solène. Mais voilà, de grands yeux affamés, encadrés d'un visage barbouillé de suie, se posèrent sur moi. Un petit garçon d'environ 9 ans tendit la main. « Madame, un peu de pain. » Je tressaillis, tendant la main vers le petit porte-monnaie où étaient rangés 3 francs, ma réserve personnelle. Je n'eus pas le temps de l'ouvrir, qu'une ombre passa, et le vide étreignit mes doigts. Un fantôme aux pieds nus, s'étant emparé de ma dernière espérance, se fondit dans la foule, me laissant tremblante, orpheline, anéantie. Les larmes coulèrent, brouillant les visages inconnus, les bâtiments inconnus, la vie inconnue. Soudain, une main légère mais ferme se posa sur mon épaule. « Alors, tu pleures, petite ?» La voix de Solène, ma tante, était mélodieuse, mais avec des notes d'ironie mordante. Elle me regardait, souriant légèrement. « Mon argent, le petit garçon a pris, bégayai-je, suffocant. Beaucoup ? 300 francs. Solène ricana. 300 francs. À Métropole Nova, on ne se détend pas, Élise. Ce n'est pas Valvert, où tout le monde connaît tout le monde. Je reniflai, me détestant pour mon insouciance. Papa m'avait prévenu. C'est bon, ma stupide, rentrons, tu te reposeras et le monde te semblera plus aimable. Son appartement, éblouissant et serein, m'ouvrit les portes d'une autre dimension. Ce n'était pas une maison, mais un rêve matérialisé, sorti d'albums glacés, des meubles lourds et nobles, des couvre-lits de satin, des luminaires de cristal, d'immenses fenêtres drapées de rideaux ouvragés. Suis-je tombé dans un conte de fées ? Soufflai-je figé. Solène rit. Un conte de fées, mais ce sont des vieilleries. Rien n'a changé depuis des années. Tout est démodé. Comment peut-on changer une telle beauté ? Chez vous, c'est si cosy. Et la propreté, papa disait que vous aimiez la propreté. Solène secoua la tête. Qui aime la saleté ? Je remarquai la table dressée, une nappe éclatante, une carafe, des assiettes. Ma tante effleura le tissu, confirmant sa raideur amidonnée. À la douche, ensuite nous dînerons. Quand je revins, enveloppé dans une serviette moelleuse, Solène déballait déjà mes modestes présents de la maison. Cornichons, champignons, confiture de fraises, l'odeur de la patrie, légère mais si poignante, emplit l'air. Solène se couvrit le visage de ses mains et j'entendis ses sanglots. Cette nuit-là, à table, 2 cœurs apparentés battaient à l'unisson. Elles parlèrent longtemps, au-delà de minuit, s'enlaçant, essuyant leurs larmes. Je sus enfin. Je sus ce secret familial ancien qui planait sur Valvert comme une malédiction inexprimée. Solène, ayant vidé la petite carafe de vin, rougit. Cédric avait raison, l'alcool déliait les langues. Elle commença à parler,
et les mots semblaient jaillir de son âme même. Nous étions 4, Alexandre, ton père Cédric, et nous, Solène et Anne. Émile, ton grand-père, était sévère, parfois cruel, et Aliénor, ta grand-mère, était une lumière. Il l'avait brisée, la rendant docile. Ses tartes, personne ne les faisait comme elle. En troisième, Rémi est arrivé, un athlète, fils de militaire, et moi, j'ai perdu la tête. En seconde, mes idées se sont complètement égarées, les mauvaises notes ont plu. Émile a été convoqué à l'école, il ne m'a pas frappé, il a juste dit « Si tu me ramènes ça dans ton ventre, je te chasse, tu es ma fille, mais je te débarrasserai de la honte. » J'ai hoché la tête à l'époque, je voulais juste aimer. Elle se souvenait de leur rencontre secrète, du soir du Nouvel An, après lequel tout a changé. La famille de Rémi est partie, une tragédie. Il a promis d'écrire, d'appeler, pas une seule lettre. Et en février, je suis tombée enceinte. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Qu'allais-je dire à ma famille? J'étais menue, mon ventre ne se voyait pas. Après la remise des diplômes, Émile m'a appelée. « Tu es enceinte ?» J'ai répondu oui et j'ai fermé les yeux. Il a dit doucement « Ce soir, fais tes affaires, toutes, même les affaires d'hiver. Demain matin, je te mettrai dans un bus. Je te donnerai un peu d'argent. Après ça, rien ne m'intéresse plus. Tu as choisi cette vie, débrouille-toi. » Je pleurais, demandant pardon. Il était comme une roche. Cédric a essayé d'intercéder, mais Émile lui a aussi montré sa place. Le matin, il m'a donné de l'argent, m'a fait monter dans le bus. J'ai vu Aliénor courir vers le bus, mais Émile l'a attrapée et l'a traînée. À partir de ce jour, elle a commencé à dépérir. Je me suis installée dans une usine, j'ai eu un foyer, mais mon petit garçon n'est pas né. Je me pressais pour prendre le tramway, je suis tombée sur le ventre, je me suis réveillée à l'hôpital, l'enfant n'était plus là. De retour dans ma chambre, j'ai vu Aliénor. Elle était venue en secret, apportant de l'argent, de la nourriture. « Tu as mauvaise mine, ma fille. J'ai perdu l'enfant. » Aliénor m'a serrée dans ses bras chauds. « Que vas-tu dire à père ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas, ma fille. Je trouverai bien quelque chose. Il n'est pas absolument nécessaire qu'il sache la vérité. » Elle est revenue. 2 mois plus tard, elle avait encore plus mauvaise mine. « Merci d'être encore venue me voir. Tu me manques tellement. » « Toi aussi, ma chérie. Peut-être que père pardonnera. » Aliénor secoua la tête. « Non, Émile ne changera pas d'avis. C'est un sacré entêté. Il nous a tous épuisés. » Pendant 1 an, Aliénor est venue me voir. C'étaient les jours les plus lumineux. Émile le savait. Il faisait des scènes. Qu'elle revienne. Combien de temps encore? Surtout, l'enfant n'est pas là. « De quelle fille parles-tu ?»« De Solène, notre fille. Nous n'avons pas de fille comme ça. Et nous n'en avons jamais eu. » Émile crachait ces mots, et son cœur de pierre ne fléchissait pas. 1 mois plus tard, Madame Fournier, notre voisine, est arrivée. « Aliénor va très mal. Essaie de te repentir. Peut-être que père te laissera la voir. » Le lendemain, je me suis précipitée à la maison. « Maman, elle mourrait. Mais Cédric n'a pas sourcillé. Je suis venue voir maman, ai-je dit d'une voix tremblante. Cédric et Anne se taisaient. « Pardonnez-moi, père. Je n'ai pas de fille comme ça. Ta mère meurt, c'est toi qui lui as raccourci la vie par ton comportement dévergondé. Je veux voir maman, c'est aussi ma maison. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi, elle m'aime. Comment aimer quelqu'un qui n'est plus là depuis longtemps? Pars, tu aurais dû y penser quand tu écartais les jambes devant un homme. Maintenant, ta mère n'a plus besoin de toi. Tu es cruel, père. Si Aliénor l'apprend, elle ne te le pardonnera pas, et moi, je ne te pardonnerai plus. Et je n'ai pas besoin de ton pardon. » La porte se referma. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Émile ne réalisait pas ce qu'il faisait. Les larmes coulaient à flots. Je suis allée chez Madame Fournier. Le matin, Aliénor n'était plus là. « C'est fini, me suis-je dit. Je suis devenue orpheline. Cédric est mort pour moi il y a longtemps, et Aliénor, aujourd'hui seulement. J'ai suivi les funérailles de loin. Quand tout le monde est parti, je me suis approchée de la tombe. Je suis restée jusqu'à la tombée de la nuit. À la maison, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Ma vie s'était transformée en enfer. J'avais bientôt 20 ans. Ni éducation, ni famille, ni toi. J'avais payé pour un amour non partagé.
Rémi n'avait pas apprécié mon sacrifice. Perdre ma mère signifiait que j'étais seule. J'ai craqué. De jeune femme soignée, je me suis transformée en ombre. Je rêvais de sortir de la dépression, de partir pour la plus belle ville, de réussir quelque chose pour qu'Aliénor soit fière de moi. Je n'ai pas eu peur de partir après la mort d'Aliénor et la confrontation avec Émile. Je n'avais plus peur de rien. La petite Solène avait grandi. J'ai terminé une licence par correspondance en industrie légère. J'ai trouvé un emploi dans un petit atelier de couture, puis un nouveau directeur est arrivé. Il a transformé l'atelier en maison de couture et moi, simple couturière, il a fait de moi sa femme. 5 ans. 5 ans de bonheur illimité avec Michel. J'étais belle, aimée, la plus heureuse. Et puis, il donnait un discours à une réunion. Il s'est agrippé le cœur. Il est tombé. L'ambulance. Infarctus massif. J'ai compris, il est dangereux de crier son bonheur. Le bonheur aime le silence. « Êtes-vous allé enterrer Émile ?» ai-je demandé, retenant à peine mes sanglots. Solène soupira. J'aurais voulu. Mais il avait prévenu tout le monde de ne pas me laisser approcher de sa tombe. Je suis venue après, à sa tombe, avec Aliénor. J'ai nettoyé, je suis partie. Puis, 1 an plus tard, je suis revenue à la maison de mes parents. Tout avait changé. Tout le monde vivait sans se soucier du tyran. J'ai retrouvé ma famille. Dommage qu'Aliénor ne soit pas là. Si quelqu'un d'autre m'avait raconté ça, je ne l'aurais pas cru, ai-je dit doucement. Je suis tellement désolée, tante Solène. C'est bon, ma nièce, repose-toi. J'ai tout raconté, tout me revient. Et tu sais, ça m'a soulagée. Je me suis endormie au petit matin, je me suis réveillée vers midi. Solène était déjà partie au travail. Dans la cuisine, des crêpes à la confiture de fraises et du café m'attendaient. J'ai avalé le petit déjeuner rapidement, sac, documents, et je me précipite à l'université. « Une médaillée !» s'exclama avec admiration la jeune femme qui prenait les documents. « Nous avons besoin de tels étudiants. » Je regardais l'immense et majestueux bâtiment. Est-ce que je vais vraiment étudier ici ? Tous les jours avant les examens, j'ai dévoré des livres, des cartes, cherchant à être à la hauteur de mon statut de médaillé. Le jour J, les étudiants se serraient à la porte de l'amphithéâtre sur laquelle brillait l'inscription « Histoire, examen ». Personne n'osait entrer en premier. J'ai hardiment ouvert la porte. Puis j'entrai. « Mademoiselle, on pourrait envier votre audace, » sourit le professeur. « Merci, mais honnêtement, j'ai les genoux qui tremblent. » Le jury se regarda, surpris par ma spontanéité. Tirer un sujet. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'étais pas nerveuse, j'avais tout étudié. Le professeur, jetant un coup d'œil au sujet, ricana. « Préparez-vous. Vous pouvez vous approcher des cartes. Elles vous aideront. » Je suis déjà prête. Ah bon ? Quelle assurance. Je connais juste ce sujet. Eh bien, voyons ça. J'ai parlé longtemps. J'avais étudié tellement de documents supplémentaires. À la fin de mon exposé, les membres du jury me regardaient avec stupéfaction. « Eh bien, vous connaissez vraiment votre sujet. Bravo. Ne vous pressez pas, monsieur. Voyons maintenant à quel point cette médaillée est à 100%. Il y avait 3 questions supplémentaires. J'ai assez bien réussi la première. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec la 2e et la 3e. Quand ils ont annoncé la note, j'ai entendu 4/20. Pour moi, cela équivalait à 0. Je n'avais pas été à la hauteur de mon statut de médaillé. Il faudrait que je passe toutes les matières, pour lesquelles j'étais beaucoup moins bien préparée. J'ai pleuré toute la soirée. Solène n'a pas pu me consoler. Ayant passé tous les examens, avec 16 points, je n'ai pas été admise. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Solène avec regret. « Tu vas rentrer à la maison ? » ?»« Non, non, je vais trouver du travail, je vais me préparer. Si je ne suis pas admise l'année prochaine non plus, alors je rentrerai à la maison. Femme de ménage à l'école. Là-bas, les médaillés n'ont probablement jamais lavé les sols. Ça sera drôle. » Et je me suis mise à pleurer comme un enfant qui a laissé tomber son ballon dans la rivière. « Je t'aurais bien prise pour travailler avec moi. »« Non, je ne sais pas coudre, à moins que ce ne soit pour laver les sols. »« Mais pourquoi t'obstines-tu avec ces sols ? Il y a plein de gens qui veulent ce travail. Il faut réfléchir. Allez, repose-toi jusqu'à lundi, explore Métropole Nova. Et moi, je trouverai quelque chose. »
Solène pensa à un poste de secrétaire dans un cabinet d'avocat. J'avais peu d'expérience. Je m'habituerais à Métropole Nova. Mais rien ne convenait. Personne n'avait besoin de jeunes filles fraîchement sorties de l'école ne connaissant rien au secrétariat. La semaine touchait à sa fin. Je sentais que je devrais rentrer à la maison. Élise, j'ai rencontré une connaissance aujourd'hui. C'était un grand ami de Michel. Il y a 1 an, il a eu un malheur. Sa femme est morte dans un accident de voiture. Son fils a été blessé. Les jambes ont été opérées, il marche. Mais les yeux, 2 opérations, mais il ne voit toujours pas. Bref, il cherche une aide-soignante pour son fils. Il a viré la femme. Son fils se plaignait qu'elle lui criait dessus et fouillait dans ses tiroirs. Bien sûr, cette idée ne me plaît pas beaucoup. Pourquoi, m'étonnai-je? C'est un travail comme un autre. Je peux y travailler? Ce qui me dérange, c'est que tu dois y vivre, dit ma tante. Y vivre? Pourquoi? Parce que M. Armand Belmont travaille beaucoup, rentre tard, et le garçon a besoin de soins constants. Et ils ont un grand appartement? Solène sourit. Il a une immense maison, tout un personnel. Tu n'auras qu'à t'occuper d'Oscar. Quand faut-il une réponse? Monsieur Belmont appellera ce soir. Mais je ne veux pas vivre là non plus, soupirai-je. Eh bien, tant pis, acquiesça Solène. On trouvera autre chose. Et elle m'étreignit. Monsieur Belmont, comme promis, appela vers 22 heures. Solène, alors, qu'avez-vous décidé? Non, Armand, elle ne veut pas vivre chez vous. Trouvez quelqu'un de plus audacieux. Non. Alors, mettons-nous d'accord. Qu'elle vienne demain et commence à travailler. Je demanderai à mon chauffeur de la raccompagner le soir et de la ramener le matin. Bien sûr, ce n'est pas très pratique pour moi, mais ça me laissera le temps de trouver quelqu'un d'autre. D'accord, je viendrai avec elle, accepta Solène. Élise connaît mal Métropole Nova, et elle sera plus tranquille avec moi. Parfait, je vous attends demain à 9 heures. Maintenant, toutes mes pensées étaient tournées vers demain. Je restais allongée, hypnotisant les heures, mais les aiguilles rampaient si lentement qu'il me semblait parfois qu'elles étaient immobiles. À 7 heures précises, Solène me réveilla. « Lève-toi, ils nous attendent, il faut encore prendre le petit déjeuner. » Elles arrivèrent 15 minutes plus tôt devant le manoir Belmont. Voyant l'immense maison de 3 étages, je fus stupéfaite. Je n'en avais vu de pareil qu'à la télévision, chez les oligarques. Je fus impressionnée par les arbres joliment taillés en boule, les fleurs dans des parterres fantaisistes, tout témoignait de mains habiles et d'amour. Un immense escalier d'honneur menait au 2e étage, mais Solène et moi nous sommes arrêtés au rez-de-chaussée et avons attendu le maître de maison. « Comment est-il » me demandai-je. « Sérieux, gros, peut-être même chauve, il a l'âge de mon père, après tout. » Un homme grand, bronzé, de corpulence athlétique en jean, descendait l'escalier en courant. Une coupe de cheveux courte et élégante le faisait paraître très jeune. Toute son apparence disait que le propriétaire de ce corps travaillait dur, et si l'on pouvait soulever sa chemise, ses 6 abdominaux se révéleraient au regard. L'homme était très séduisant. On pouvait seulement deviner combien de cœurs de femmes auraient voulu s'approcher de son corps ardent. Je me surpris à penser à des choses qui ne me ressemblaient pas du tout, mais plus monsieur Armand Belmont s'approchait, plus le sang circulait rapidement dans tout mon corps. « Bonjour Solène, et quelle est cette charmante créature ?» demanda-t-il, et son regard glissa sur moi, s'attardant. La jeune fille semblait incroyablement vivante, authentique. Elle ne réalisait pas encore l'impression qu'elle pouvait faire sur les hommes. C'était précisément le secret de son attrait. Personne ne l'avait jamais considérée stupide. À près de 18 ans, elle comprenait beaucoup de choses et était une rare combinaison d'un joli visage et d'une tête bien faite. « Bonjour, monsieur Armand, je suis Élise. »« Bonjour, cher enfant, allons faire connaissance avec Oscar. »« Oui, bien sûr, je suis juste un peu nerveuse, » souris-je. « Et c'est dommage. Personne ne te fera de mal ici, c'est un bon garçon. Seulement, pour l'instant, il a besoin d'attention et de l'aide de quelqu'un d'autre. Mais j'espère vraiment que la 3e opération l'aidera à devenir autonome. » Pendant qu'ils parlaient, ils arrivèrent devant la chambre d'Oscar. Armand frappa et n'entra que lorsqu'il entendit « Entrez ». La porte s'ouvrit sans bruit, révélant à la jeune fille un jeune homme mince, très ressemblant à son père, mais plus fragile. « Oscar,
À partir d'aujourd'hui, tu auras une autre aide-soignante. »« Qui ?» demanda le jeune homme, se levant du canapé. Je m'approchai hardiment d'Oscar, lui pris la main et dis « Je suis Élise. Devenons amis. Ce sera plus facile pour nous de nous entendre. » Le jeune homme s'épanouit en un sourire, montrant des fossettes sur ses joues, et demanda « Est-ce que je peux t'appeler Élisa ? J'aime ce prénom, mais si tu n'es pas contre, bien sûr. »« Élisa, répétai-je, comme pour goûter le nouveau prénom. Ah, moi aussi j'aime ça. Personne ne m'a jamais appelé comme ça. Tu seras le premier. Est-ce que je peux t'embrasser ? Je me tournai vers Solène et Armand, cherchant leur soutien. Solène hocha la tête, et je m'empressai de répondre « Bien sûr !» Et j'embrassai Oscar. « Monsieur Armand, dis-je au maître de maison, j'aimerais connaître l'étendue de mes fonctions. Élise, retiens bien ceci, tu n'es pas une domestique, tu n'es pas obligée de faire le ménage dans la chambre d'Oscar, il y a des gens pour ça. Tu n'es pas obligée de lui préparer à manger, tout cela est fait par d'autres. Tu dois le promener, lui lire s'il te le demande, l'aider à manger, lui donner ses médicaments à temps, l'aider à s'habiller. Ce serait bien si tu savais faire des piqûres, car l'infirmière ne vient que le matin et il en a une autre à faire le soir. L'aide-soignante précédente était une excellente infirmière, mais une personne horrible, et je cherche une aide-soignante justement avec une formation médicale. Je n'ai pas cette formation, dis-je, mais je sais faire des piqûres parce que j'étais dans une classe à option médicale. Je faisais des piqûres à tout le monde à la maison. Donc, si vous n'avez pas peur de me confier votre fils, je peux remplacer l'infirmière le soir. Excellent, nous ferons comme ça. Mathilde Bernard va arriver pour faire la piqûre. Tu feras ta première injection sous sa supervision. Si elle dit que tout est correct et que je peux te confier cette affaire sérieuse, alors le soir, avant de partir, tu feras la piqûre à Oscar. Papa, pourquoi avant de partir? Élisa ne va pas vivre avec nous? Demanda Oscar. Non, mon fils, elle ne veut pas, et je ne peux pas la forcer, et elle est là temporairement, le temps que je te trouve une bonne infirmière. Je remarquai que le garçon avait l'air abattu, mais je ne pouvais pas rester dormir dans une maison complètement inconnue, avec des inconnus. Cédric aurait considéré cela comme une action imprudente. L'ambiance, pendant que je démontrais mes compétences d'infirmière, était tendue. Mathilde Bernard lançait des regards sombres en dessous, boudant ostensiblement qu'on lui cherche un remplaçant. Monsieur Armand Belmont observait attentivement les mouvements de mes mains. Il ne s'intéressait absolument pas au mécontentement de Mathilde Bernard. Ce qui importait pour lui, c'était seulement que son fils reçoive tout ce que le médecin avait prescrit. C'est pourquoi, s'étant assuré que je faisais tout correctement, il fut ravi. « Alors, Mathilde, que penses-tu? N'est-il pas dangereux de confier le fils à cette jeune fille? Je ne sais pas, monsieur Armand. À votre place, je ne prendrai pas de risque, dit l'infirmière avec un sourire en coin. Elle a tout fait correctement, précisa l'homme. Eh bien, apparemment oui. Si vous m'envoyez une voiture, je pourrai venir une deuxième fois pour Oscar. Je n'en vois pas la nécessité. Je cherche une aide soignante avec une formation médicale. Elle fera les 2 piqûres et tu seras enfin libre. Mathilde Bernard ne partageait pas son enthousiasme. De plus, elle se sentait plus offensée que jamais. Je la regardais et devais reconnaître que la jeune femme était jolie, une petite taille, des cheveux noirs ondulés et de grands yeux bleus sous un éventail de cils la rendaient très touchante. À première vue, elle était un peu plus âgée que moi. La blouse qu'elle portait épousait étroitement les courbes de sa silhouette gracieuse. En la nouvelle arrivante, elle sentait une menace pour ses plans lointains. Armand était clairement hors de sa portée. Tôt, mais Oscar avait une bonne relation avec elle. Elle l'avait littéralement apprivoisée, et il appréciait cette relation. Bien sûr, je ne me doutais pas des projets de Mathilde Bernard, mais le fait qu'elle commence à être nerveuse, sans cacher ses émotions, jouait contre elle. Peut-être aurait-il fallu calmer l'infirmière, lui dire que je n'avais pas de vue sur Oscar, mais pour une raison quelconque, je n'en avais absolument pas envie. Et ce comportement ne méritait pas le respect. Armand était rarement sévère, mais si une fois qu'il avait pris une décision, il était extrêmement difficile de le faire dévier de sa trajectoire. Ce trait de caractère s'était transmis à son fils.
C'est pourquoi il demanda encore une fois à Mathilde Bernard de continuer à venir jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle aide-soignante. Tous les jours suivants, Mathilde Bernard attendait l'appel d'Armand, hypnotisant son téléphone dans l'espoir qu'il appelle, s'excuse et continue à lui envoyer une voiture. Parfois, j'avais une énorme envie de m'approcher et de tout raconter à Père, les sentiments qu'elle nourrissait pour Oscar et comment elle se comportait réellement avec lui, qu'elle était amoureuse de lui depuis longtemps. Mais m'approcher et simplement avouer m'était interdit par la peur de tout perdre. Et une petite fierté, même minime, était restée. C'est pourquoi, après avoir dit au revoir, elle sortit fièrement de la chambre, maudissant cette Élise, cette paysanne, qui avait bouleversé tous ses plans. Pour une raison quelconque, elle pensait qu'accrocher le jeune Belmont serait un jeu d'enfant. S'il y avait quelqu'un qui connaissait sa valeur, c'était bien Mathilde Bernard. Tout le monde n'avait pas accès à un corps aussi beau. Il fallait ici lui rendre justice. La beauté était exigeante, bien qu'elle voie la réaction des hommes à sa personne. Pratiquement chacun d'eux considérait comme un bonheur d'obtenir la permission de lui offrir un cadeau ou de l'inviter au restaurant. Mathilde Bernard ne s'abaissait jamais à aller chez les gens pour faire une piqûre dans la fesse. Mais, apprenant que le père d'Oscar était jeune, riche et veuf, elle accepta immédiatement, craignant que quelqu'un de plus agile ne lui ravisse un morceau aussi appétissant. Pendant près d'1 an, elle s'occupa d'Oscar, mais il ne réagissait absolument pas à elle, et il y a environ 1 mois, il lui a demandé de rester après la piqûre. Au début, ils ont longuement bavardé, ri. Elle s'est assise sur son canapé, lui a pris la main, et il s'est penché vers elle avec l'envie de l'embrasser, vraiment, comme un adulte. D'abord un peu timide, puis s'enhardissant, il l'a serrée contre lui, la privant littéralement de souffle. Elle aurait voulu que ce baiser ne s'arrête jamais. Elle aurait voulu rester avec lui ici et maintenant, lui permettant plus. Mais Oscar s'est arrêté et s'est longuement excusé pour son manque de retenue. Mathilde Bernard, en tant que professionnelle de santé, comprenait. Le garçon avait 20 ans et sa jeune énergie ne trouvait pas de débouché. C'est pourquoi elle l'a calmé. Mais non, ne t'excuse pas. Premièrement, je comprends tout, et deuxièmement, ça m'a plu. Tu embrasses super bien. Il lui a fallu de l'effort pour faire bonne figure malgré sa frustration, mais l'idée de finir ce qu'elle avait commencé lui restait. En voyant Élise, une jeune fille jolie, elle s'est inquiétée. Mais ensuite, elle a pensé que cette jeune fille n'était pas une concurrente. Juste la jalousie pour Oscar avait complètement obscurci sa raison et l'avait transformée en petite garce. Absurdité, se disait-elle. Où suis-je, belle, sexy, expérimentée, et où est cette paysanne, bien que jolie, mais encore toute jeune? Un peu calmée, elle a terminé tout ce que M. Armand lui avait demandé et a quitté la maison. Solène et M. Armand partirent au travail, me laissant avec mon protégé. Je vais te montrer la maison pour que tu saches où tout se trouve. Nous nous sommes pris la main et sommes descendus au rez-de-chaussée. Je vis dans cette maison depuis que j'ai 5 ans, racontait Oscar. Quand je suis entré et que j'ai vu cette immense maison, mes parents m'ont raconté après que j'avais levé la tête, posé mes paumes sur mes joues et dit « Oh, quel palais! Et le sultan vit ici !» Les dimensions m'avaient tellement impressionné. Mais honnêtement, moi aussi, quand je suis entré, j'ai été sidéré par tant de beauté, avouai-je. Le lustre ressemble à une cascade figée, et comme il scintille de lumière multicolore. Mes parents ont commandé ce lustre en Italie, tous les pendentifs sont blancs, et comme chacun a de nombreuses facettes, ils prennent différentes couleurs sous les lampes. Eh bien, dis donc, c'est incroyable, jamais de ma vie je n'ai été dans une telle maison, je n'en ai vu qu'à la télévision et au cinéma, mais de toute façon, si je le dis à quelqu'un, ils ne me croiront pas. S'exclamait Élisa avec enthousiasme, ne lâchant pas la main d'Oscar une seconde. Si tu veux lire, à droite, c'est la bibliothèque, à côté, le bureau de papa, plus loin, les chambres des employés qui vivent ici. Oscar m'a fait visiter toute la maison. Il s'orientait parfaitement, se souvenait de tout ce qui se trouvait où. J'ai rencontré les assistants de maison, on voyait qu'ils l'appréciaient tous beaucoup. Si tu avais accepté de vivre chez nous, ta chambre aurait été à côté de la mienne, mais papa m'a dit de ne pas te forcer. J'ai suivi le mouvement de la tête d'Oscar.
Tu vois, il y a un portrait de femme accroché là. Oui, il est immense. La femme est magnifique. C'est ma mère céleste. Belle, n'est-ce pas? Très. Des yeux si doux, et la même petite tache de beauté sur la joue que toi. Elle est italienne. Oui. Elle et papa se sont rencontrés quand il y était en vacances. Mes grands-parents italiens ne voulaient pas la laisser partir en France, mais elle est tombée amoureuse de papa et l'a suivi. Il est impossible de ne pas tomber amoureux de lui, pensai-je, et quand elle est morte, ils ont voulu emporter les cendres en Italie, mais papa n'a pas voulu. Alors, ils ont demandé au moins une partie pour l'enterrer dans sa terre natale. En écoutant le récit d'Oscar, je regardais constamment le portrait. Mais en entendant la voix tremblante du jeune homme, je me suis tournée et j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Oscar, n'en raconte pas plus. Je comprends à quel point c'est difficile pour toi, à quel point c'est dur de rester sans maman. Mais tu l'aimes quand même, et elle le sent. » Élisa ne savait pas comment distraire le garçon de ses pensées difficiles. « Écoute, et si on allait se promener? Raconte-moi ta vie, » sourit Oscar. « Ma biographie est courte pour l'instant. » « Et alors, ça m'intéresse quand même. » En nous promenant dans le domaine, j'ai raconté que j'étais venue d'une petite ville pour entrer à l'université en droit. « Alors tu veux devenir avocate? Pourquoi ça t'étonne autant? » « Non, nous sommes juste collègues. J'ai terminé ma première année, passé mes examens sans mention passable, et puis je n'ai pas pu continuer à étudier. »« Ah bon ?» s'étonna Élisa. « Préparons-nous un peu. Moi pour l'admission, et toi pour la reprise des études. » Ils se promenèrent longtemps, firent de la balançoire, rirent, parlèrent beaucoup, jusqu'à ce qu'on les appelle pour le déjeuner. Après le déjeuner, Oscar me demanda de lui lire « Prends quelque chose d'aventure dans la bibliothèque. Je n'ai pas envie de lire des livres sérieux en ce moment. » La journée passa vite. À 7 heures précises, après lui avoir fait sa piqûre, Élisa commença à prendre congé. « Je vais partir, Oscar. Il est tard. Demain matin, nous nous reverrons. »« Merci, Élisa. J'ai passé un bon moment avec toi. » « Moi aussi. » En sortant du portail, je vis la voiture de monsieur Armand Belmont. « Tu pars déjà ?» dit l'homme en me rejoignant. « Oui, il est temps. À demain. » Je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux, et j'étais intimidée par lui, comme une écolière devant un directeur sévère. C'était une nouvelle sensation complètement incompréhensible pour moi, et cela me faisait peur. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est faux, anormal. Il est bien plus âgé, même s'il a l'air formidable. Je perds mes moyens près de lui. C'est un cauchemar. Heureusement que personne dans cette maison ne sait lire dans les pensées, car dans ma tête c'est le chaos. En arrivant chez eux, j'essayais d'être un peu en retard pour que le père d'Oscar ait le temps de partir au travail. Étonnant, il ne faisait apparemment rien, et pourtant tout se chamboulait en moi. Et puis ces touches accidentelles, il aime sans doute observer mon trouble. Tantôt il tapote mon épaule, tantôt il me prend la main, et je ne sais pas comment réagir. Pour une fille d'une petite ville, il était le prince d'un conte de fées, un homme fort, capable de résoudre n'importe quel problème. De tels hommes plaisent probablement à toutes, pensais-je chaque fois en quittant la maison Belmont. La semaine durant laquelle je venais voir Oscar touchait à sa fin. Nous étions devenus amis. Nous aimions tous les deux être ensemble. Des intérêts et des objectifs communs nous unissaient et rendaient notre temps ensemble utile. Monsieur Armand Belmont, rentrant du travail le vendredi, annonça que je n'avais pas besoin de venir travailler à partir de lundi. Il avait trouvé une bonne aide-soignante. Merci beaucoup de nous avoir dépannés. Et, me tendant une enveloppe épaisse, il continua. Et ceci, c'est pour tôt